Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque. Kiosque des séjours va donc analyser et commenter l'affaire de Chéribin ou l'assassinat de Chéribin Okende, où il y a eu un certain nombre de révélations de la part du procureur général de la République. Et puis, la problématique autour de la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain doit donc, ou va aussi constituer l'ossature de cette émission kiosque. Peut-être dans la foulée, nous allons donc aborder cette question du tribalisme telle que abordée par le président de la République lors de son interview accordée par Tina Salama. Analyse et commentaires avec José Congolo, analyste politique. Bonjour José. Bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs, bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous avons répondu à l'invitation et nous voulons nous prêter aux questions et même aux analyses qu'on va nous proposer tout à l'heure, question d'éclairer l'opinion. Comment interprétez-vous cette affaire sur l'assassinat de Chéribin Okende? Bien, vous savez, en général, il y a d'abord le contexte. Nous sommes dans un contexte particulièrement sensible, dans un contexte électoral. Alors quand un acteur politique de ce niveau trouve la mort dans des conditions rocambolesques et dans un tiraillement entre le pouvoir et l'opposition, Oui. vous savez que les soupçons couvrent, n'est-ce pas, de partout. Donc nous avions suivi sur la toile l'opposition en train d'indexer pratiquement le pouvoir, et de l'autre côté, c'est le pouvoir qui indexe l'opposition. Donc ce qui est vrai, c'est que d'abord la première leçon que nous tirons, c'est que nous avons une culture politique très paroissiale, une culture politique qui n'est pas mûre, voyez-vous. Au lieu de voir le problème avec un autre regard pour aller loin dans le fond, nous avions commencé à nous lancer des pierres, des responsabilités, sans aucune analyse au préalable, sans aucune enquête au préalable. On pouvait laisser ça aux citoyens lambda dans la rue, mais pas voir des acteurs politiques de premier ordre, n'est-ce pas? Oui. Faire ces jeux, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la culture politique, n'est-ce pas, qui caractérise la classe politique congolaise, elle est encore très Mais s'il faut tenir compte de tout ce que vous venez d'évoquer, oui, et que l'ensemble et le gouvernement de la République démocratique du Congo interjettent les responsabilités, vous ne voyez pas qu'il y a en Guy-Soros quelque chose qui ne va pas? absolument, absolument. Je vous ai dit que le contexte lui-même Oui. est déjà suffisamment sensible, n'est-ce pas, pour voir un acteur politique, n'est-ce pas, de la trempe de Chéribin Okende Okende mourir dans ces conditions-là. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'en tant que responsable politique, n'est-ce pas, nous devrions mettre sur pied, nous mettre d'accord sur une commission d'enquête indépendante, Oui. internationale, si on le veut. Question que chacun puisse y dédouaner, n'est-ce pas, enfin, éclairer quelque peu l'opinion et les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, et même les commanditaires, n'est-ce pas, de cet acte ignoble. Voyez-vous? On devait se concentrer sur ça, que de commencer comme ça d'emblée, n'est-ce pas, à accuser l'autre. Je crois que c'est le comportement qui est enfantin et qui essaye aussi de mettre de l'huile sur le feu, dans la tension qui existe déjà, qui essaye mais sans de mettre de l'huile sur le feu. Mais ce qui est bon, Oui. ce qui est bon, c'est qu'il y a une commission qui a été mise sur pied, une commission d'enquête, et qu'elle sera évidemment accompagnée par l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, et ainsi que la MONUSCO. Donc, je crois qu'il revient à nous de rester calme et de suivre, n'est-ce pas à pas, les enquêtes qui commencent déjà à donner des révélations assez claires. C'est l'arme, d'après le procureur, comme je l'ai suivi hier. La balle qui a tué C'est l'arme. provenait de l'arme qui était dans sa voiture. Non, pas seulement l'arme qui était dans sa voiture, c'est Oui. l'arme du. C'est qui Garde du corps. Le garde du corps. Oui. Donc vous comprenez déjà que petit à petit, on est en train d'enlever le voile, n'est-ce pas, qui continue à voiler, si vous voulez bien, la mort, n'est-ce pas, de Chéribin Okende. Moi, je pense que nous devions être sereins, Oui. et de faire cette enquête, n'est-ce pas, dans la transparence possible, de manière à ce que on puisse connaître le commanditaire et aussi ceux qui ont posé cet acte ignoble. Pourquoi? Je vous dis sincèrement que la tension dans laquelle se trouve la République démocratique, la tension politique dans laquelle se trouve la République démocratique aujourd'hui, Oui. montre que si cette enquête n'est pas faite dans les conditions de transparence, ça risque de dégénérer.
Dégénéré, pourquoi? Dégénéré parce que l'opposition continuera toujours à accuser le pouvoir. Oui. Et le pouvoir, continuera toujours à qui est accuser fragile en l'opposition. ce moment électoral, où, Oui. n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses sur sa tête, n'est-ce pas? Vous l'avez dit d'ailleurs dans le sommaire, qu'il y a le problème de dollar, il y a le problème de ceci, ainsi de suite et tout ça, qui veut aussi se dédouaner de cette situation. Donc il faudra que ça aboutisse dans les meilleures conditions pour que la situation soit apaisée et qu'on aille aux élections, peut-être dans les conditions plus ou moins apaisées, s'il faut le dire ainsi. Mais lorsque le suspect numéro 1 brûle par des contradictions telles que l'a évoqué le procureur général de la République, vous ne voyez pas que cela ne facilite pas à ce qu'il y ait avancé dans ces enquêtes? Non, l'avancée, il y en aura. On est encore au niveau des enquêtes, au Oui. niveau de l'instruction. Quand on va passer au niveau du procès, sûrement qu'il y aura absolument des solutions. Voyez-vous? Parce que dans le procès, c'est le jeu de questions. En ce moment-là, les avocats de l'autre côté, ainsi de suite. Je crois qu'on arrivera forcément à trouver le commanditaire, mais aussi à trouver la personne qui a tué. Parce que l'arme du garde du corps ne signifie pas que c'est le garde du corps qui a tué. Oui. Attention. Donc, il faut attendre le procès, il faut voir la suite, n'est-ce pas, d'instruction pour dénuer, n'est-ce pas, l'énigme qu'il y a autour de la mort, n'est-ce pas, de Cheikh Okende avec l'arme de son garde du corps. Donc, voyez-vous, donc je voudrais tout simplement dire que nous devons le faire avec tremblement, avec transparence et sérénité. Mais s'appuyant justement sur les téléphones du défunt Cherubin Okende, mais aussi et surtout de son chauffeur Oui. et son garde-corps, apparemment, selon le procureur, tous ces téléphones commencent déjà à livrer les secrets de ces crimes audibles que tout le monde a déplorés. Évidemment, nous ne connaissons pas quel est le contenu, n'est-ce pas, des différentes conversations que le procureur a entendues, Oui. n'est-ce pas? Mais au moins, il nous dit tout simplement que à partir de ces conversations. Donc, c'est pourquoi moi je suis très optimiste que cette instruction, cette enquête, aboutira à des résultats qui vont être peut-être pas contestés dans sa majorité et qui va apaiser la situation. C'est ça le plus grand problème. Oui. C'est de connaître le commanditaire, n'est-ce pas? Et on le connaît, on a des preuves, en ce moment-là, on peut atténuer la tension. On peut atténuer la tension. Oui. Mais la tension risque d'être plus grande si le commanditaire vient du pouvoir. Mais un constat, mais on se dégage, Oui. M. Joseph Kongolo, parce que depuis l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, aucun meurtre ou assassinat politique n'a débouché sur un verdict judiciaire crédible. Est-ce que vous pensez que avec les enquêtes ou cette problématique telle que mise en exergue par la justice, Oui. on va donc aboutir à une enquête crédible? J'ai confiance qu'on aura une enquête crédible parce qu'on a associé, c'est ça, c'était ça la volonté de l'opposition. Oui. On a associé la communauté internationale, on a associé la France, on a associé la Belgique, l'Afrique du Sud, la MONUSCO est là. Donc nous pensons que l'énigme sera détectée, on saura d'où est venue cette mort, qui est le commanditaire. Je crois que, j'ai confiance que cette histoire va. Mais vous parlez, depuis Mzee Kabila, écoutez, les contextes changent Oui. et les leaderships changent. Voyez-vous? Donc, nous ne pouvons pas dire que parce que depuis Mzee Kabila, aucune enquête d'un assassinat n'a abouti, que forcément aujourd'hui ça n'aboutira pas. Moi, je t'ai dit que l'enjeu qu'il y a autour de la mort de Cherubin Okende, c'est un enjeu à la fois politique, à la fois électoral aujourd'hui. Vous voyez comment on l'exploite? C'est à la fois électoral et politique. Je pense que tous, chacun, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, ils ont intérêt à arriver jusqu'au bout de cette enquête et de connaître les véritables commanditaires de la mort de Cherubin Okende. Dans le cas contraire, ça risque de dérailler, je suppose, même le processus électoral. Mais les contextes changent bien sûr, mais le mal congolais aujourd'hui est profondément anthropologique parce qu'en dehors du discours, la pratique pose problème, M. Joseph Kongolo. Le mal, je voudrais dire quelque chose, j'ai épinglé ça au début, Oui. pour asseoir un régime démocratique. À la base du régime démocratique, Oui. il y a la culture démocratique. Une culture sécularisée, démocratique. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que les gens, n'est-ce pas, Oui. connaissent et défendent leurs droits et leurs devoirs. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ceux qui font la politique ne savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent. En réalité, pour la plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ceux qui subissent cette politique aussi savent ne pas savoir avec précision ce qu'ils cherchent. C'est quoi? Alors, quand vous êtes dans un environnement culturel, politique, n'est-ce pas, où les acteurs, les gouvernants et les gouvernés ne savent pas avec précision ce qu'ils cherchent, ou encore de quelle manière arriver à ce que nous cherchons, Oui. en ce moment-là, nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Mais ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que la démocratie africaine ou congolaise sont des caricatures. Mais absolument, je le dis, des caricatures, non, mais je voudrais tout simplement dire qu'elle Oui. est encore naissante et rudimentaire, n'est-ce pas? Pourquoi je dis naissante et rudimentaire? Quand vous suivez pratiquement le parcours de la France, parce qu'on parle bien de la France, Oui. vous suivez le parcours des États-Unis, regardez au début. Au début, ça a toujours été pareil, presque pareil. Quand je dis pareil, c'est peut-être faux. C'est presque pareil à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Écoutez, la France fait sa révolution en 1789. C'est vers 1900 qu'il commence à voir la démocratie pointée à l'horizon. Vous me suivez? Oui. Vous voyez le temps que cela a fait? Ce n'est pas 63 ans. Vous voyez ça? Ce n'est pas 63 ans. Oui. Donc de 1789 à 1900, ils ont pris beaucoup de temps pour asseoir les institutions, pour asseoir une culture, n'est-ce pas, qui peut supporter véritablement le jeu démocratique. Donc je considère que nous sommes à une étape rudimentaire, Oui. n'est-ce pas, et qu'il faut un leadership éclairé, suffisamment démocratique, pour pouvoir orienter, canaliser les comportements, les attitudes vers ces réflexes, n'est-ce pas, démocratiques. Et ça prend du temps, mais aussi ça prendrait moins de temps si nous avons le leadership assuré, qui ont une poigne assez considérable sur les masses. En ce moment-là, la culture va plus vite. Mais un leadership éclairé, bien sûr, mais déjà, le président de la République déplore en fait la faisabilité de la justice, la manière dont la justice s'est faite. Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette la problématique autour de la question sur l'image de la justice? Parce que moi, personnellement, je pense que la justice, c'est aussi une véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant des droits et libertés fondamentaux. Mais l'image qu'on a de la justice de notre pays au regard de sa mission, M. Joseph Kongolo. Voilà, notre justice a pris naissance dans un régime démocratique. Oui. Ok? D'accord? Oui. La justice actuelle a pris naissance dans un régime démocratique. Dans un régime, qu'est-ce que je dis là? Dans un Démocratique. régime, non, dictatorial. Oui. N'est-ce pas? Mhm. C'est après le départ des Belges, on a fait 5 ans de guerre, n'est-ce pas? Oui. Entre Congolais, et quand Mobutu prend le pouvoir en 65, et tout de suite en 67, il instaure un régime à parti unique. On entre dans une dictature. Oui. Nous sommes d'accord? C'est dans cette dictature qu'on commence à formaliser notre justice, notre appareil judiciaire. Vous me suivez? Oui. Et nous avons développé pendant plus ou moins 32 ans, ok, des réflexes d'un régime dictatorial, à parti unique, où la raison était toujours du côté du parti, voyez, du côté du régime. Voyez-vous? Nous avions développé pendant 32 ans dans ce régime. Et les juristes, les magistrats, les avocats, tous ont développé ces réflexes. Et aujourd'hui, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans, que nous allons nous départir de ce réflexe tout de suite. C'est vrai. Mais est-ce que nous avons entamé un véritable mécanisme de reconversion de cette justice? Non. Voyez-vous? Oui. Quelle est la batterie de mesures qu'on a prises, tout simplement, pour éradiquer cette justice du plus fort, ou ce qu'on appelle on l'appelle l'arbitraire du droit? Oui. Voyez-vous? Ce sont les mots qui rendent cette justice. Est-ce que nous avons fait un train de mesure pour pouvoir corriger ces erreurs, pour pouvoir transformer, pour pouvoir muer cette justice en une justice véritablement démocratique? Non. Jusque-là, il n'y a rien. La seule chose qui a fait l'objet d'une transformation, c'est la loi sur la programmation de l'armée, Oui. n'est-ce pas? On a les étapes, n'est-ce pas, sur la rénovation. Mais La justice mais- n'a mais- pas encore été un chantier véritable. Mais s'il faut faire Oui. allusion à votre analyse sur la manière dont vous avez détaillé la situation de l'indépendance jusqu'à ce jour, mais Oui. quand même, il y a eu la glasnost avec le vent de la perestroïka pour libéraliser le processus de la démocratisation. Pourquoi nous, les Congolais, on ne pouvait pas émettre
dans une même longueur d'onde avec cela. Le glasnost, c'était un mouvement russe, n'est-ce pas? Oui. Mais qui a traversé les frontières. Au fur et à mesure que ce mouvement traverse les frontières, au fur et à mesure, il perd sa vigueur. D'accord? Quand il est arrivé ici en République démocratique du Congo, qui l'a pris dans toute sa quintessence? Personne. C'était plutôt la base, le citoyen lambda, qui a accueilli le mouvement. Voyez-vous? Oui. Mais le régime n'avait jamais accueilli le mouvement. Ils ont subi. Le régime, le Mobutu, a subi, mais il n'a pas accueilli le mouvement. Et par contre, il a combattu. Le mouvement n'est pas entré par le régime, par les institutions. Le mouvement est entré par la population. Or, quand il entre par la population, quand il n'y a pas un leadership qui conduit le mouvement, eh bien, il n'y a pas de résultat. Voilà pourquoi le glasnost dont tu parles n'a pas réussi ici chez nous, parce qu'il n'est pas entré par le sommet, là où eux qui encadraient par le leadership national qui pouvait encadrer, n'est-ce pas, les structures jusqu'en bas, mais il est entré par le bas et n'a pas eu de répondant pratiquement dans la Mais Joseph Kongolo, faudra-t-il admettre aujourd'hui que, à temps d'y déboire, il faut aussi associer un fait cruel, que les Congos, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à ce jour, a souffert de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays? Non, les hommes forts, il y en a eu. Oui. Mobutu a été un homme fort. Mais quelque part, il a failli. Non. Nous n'avons pas besoin que d'hommes forts. Nous avions dit, un leadership éclairé n'est pas synonyme de l'homme fort. Oui. Non. Les hommes forts, il y en a eu. Mobutu a été un homme fort. Mais il n'a pas été un rénovateur, un transformateur. Non. Je vais vous dire quelque chose de très important sur Mobutu parce que j'entends des gens parler de Mobutu dans la rue, peut-être sans entrer en profondeur. Oui. Mobutu a été un bon, n'est-ce pas? Oui. Quand vous prenez de 65 jusqu'aux années 70, Mobutu a mis fin à la guerre sur l'ensemble du territoire national. Mobutu a repris la Gécamine des mains des Belges. Mobutu a relancé les grands projets que vous voyez ici. C'était des projets qui ont été... Il a sauvegardé l'intégrité territoriale nationale. Il a tout ce qu'on appelle les géants de Mobutu, ICCI, RTNC, toutes ces choses, la Gécamine. Mobutu les a lancés pratiquement avant les années 70. Voyez-vous? Pourquoi? Simplement parce que de 67 jusqu'en 70, il y avait un boom minier, la Gécamine, n'est-ce pas? Le cuivre de la Gécamine a pris de l'ampleur sur le marché. Mobutu a fait beaucoup d'argent, à telle manière que la crise de 73, on ne l'a pas ressentie non plus. Mais justement, il y a une certaine opinion qui estime que toutes ces œuvres-là qu'il a fait, ce sont des éléphants blancs qui ont produit la dette et ont servi à des projets mégalomaniaques qui n'ont pas permis au pays de se développer. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Parce qu'il fallait les construire par la suite. Il fallait absolument les construire. C'est vrai. Mais est-ce qu'on les a exploités convenablement, de manière à restituer les dividendes attendus? Non. C'est ça le problème. Oui. C'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Alors, si dans la tête de M. Mobutu, il les a construits parce qu'il a vu ça en Europe, je crois que là, c'était une erreur. Mais il y avait un besoin sur place. Oui. Il y avait effectivement un besoin. Regardez aujourd'hui... le Congo était incapable d'organiser une manifestation internationale parce qu'on n'avait pas suffisamment de chambres dans les hôtels. Voyez-vous? Oui. Donc vous comprenez que ce sont des choses qui devaient être faites en réalité. Mais c'était pour quelle raison? Qu'est-ce qui était dans sa tête? C'est là un problème. Oui. Donc je voudrais tout simplement dire que le départ de notre justice n'a pas encore connu, n'est-ce pas, une rénovation, une réforme de fond en comble. Malgré qu'on organise chaque fois la rentrée judiciaire, des discours, mais c'est pas ça. Ça, ce sont des discours. Mais on doit rénover, réformer cette justice. Oui. On doit réformer cette justice en profondeur pour pouvoir espérer une justice qui élève une nation. Mais maintenant, face à cette problématique, parce que la situation de l'assassinat de Chéribin Okende laisse beaucoup de zones d'ombre, M. Joseph Kongolo. Maintenant que le chef de l'État lui-même ne fait pas confiance à la justice et que les dossiers et d'actualité, tels que vous l'avez évoqué, puisque d'affecter sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo, que faudra-t-il alors faire? Transférer ces dossiers dans d'autres nations ou d'autres pays où la démocratie est valablement respectée? Non, le président n'a pas dit qu'il n'a pas confiance en la justice. Il faut faire une nuance là-dessus dans la compréhension. Oui. Le président fustige les mots qui rongent la justice. Et il dit que la justice n'a pas atteint
le niveau qu'il doit avoir pour démarrer Somnol. le développement Oui. dans la République, pour élever la nation. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il n'a pas confiance. C'est vrai, la justice présente beaucoup de lacunes. Mais si tu n'en as pas confiance, tu ne vas pas la réparer. Donc il n'a pas dit qu'il n'a pas confiance, il a fustigé tout simplement que la justice est en deçà de ce qu'on attendait d'elle. Oui. Voyez-vous? Et qu'il faut, justement, il faut maintenant une batterie, une réforme, une refonte de fond en comble de cette justice en termes du personnel, de ceux qui distribuent la justice aujourd'hui. Oui. C'est là qu'il y a plus de problèmes, parce que les institutions existent, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a le plus de problèmes. C'est là qu'il y a un travail de fond à faire pour pouvoir remettre cette justice au diapason qu'il faut pour supporter à la fois la prospérité future de la République démocratique du Congo, mais aussi les enjeux. Mais il faut quand même les mettre à l'abri de toute tentation. Mais absolument. Écoutez, on peut donner 10 000 $ à un magistrat aujourd'hui, il Oui. sera toujours corruptible. S'il n'y a pas de mesures contraignantes qui le poussent à faire le travail correctement. Oui. Voyez-vous? Donc, ne croyez pas qu'il n'y a pas un problème de salaire. Il n'y a pas seulement un problème de salaire. Il y a un problème de fond qu'il faut faire. Et ce problème de fond, c'est d'abord un train de mesures pour contraindre chacun à faire le travail correctement. N'est-ce pas? De manière transparente et de manière juste. Ça, d'abord. Et ensuite, il faut les motiver. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut améliorer les salaires. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez la richesse nationale, quand vous avez le PIB par individu, et nous sommes à 200 ou 300 $, vous voulez que dans ce pays-ci, pour que la justice soit au diapason, il faut lui payer combien? Il faut payer combien? 20 000 $ comme un député? Mais non. Donc tout cela est en fonction de la richesse de la République. Donc si on peut quand même améliorer, n'est-ce pas, le traitement des magistrats et tout le personnel, n'est-ce pas, qui est dans cet appareil judiciaire, mais l'élément essentiel, ce n'est pas seulement le salaire, l'élément essentiel, c'est le contrôle, c'est la transformation, c'est toutes ces trains de mesures pour contraindre, n'est-ce pas? Et lorsque la justice s'est faite sur les dos des justiciables, vous ne voyez pas qu'il y a encore ces problèmes qui en entraînent d'autres? Nous sommes dans la déformation. Je vous ai dit que ce chantier n'est pas encore ouvert. Oui. Kabila ne l'a pas ouvert, n'est-ce pas? Oui. Kabila père ne l'a pas ouvert, Kabila fils non plus ne l'a pas ouvert, et jusqu'à preuve du contraire, Félix n'a pas encore ouvert ce chantier. Ça, je l'ai dit. Donc Mais dans nous un sommes État dans la qui s'est fait déformation, démocratique. nous sommes dans la perversion de la justice, Oui. dans la perversion du droit, ici en République démocratique du Congo. Donc le colmartage que nous sommes en train de faire, c'est pas ça qui va aider la République à s'élever. Parce que la justice, nous le prenons dans cette fonction-là. C'est qu'on ne peut pas ouvrir de grosses affaires en République démocratique du Congo, Oui. des grandes entreprises en République démocratique du Congo, quand il n'y a pas une sécurité judiciaire. Voyez-vous? Ça, c'est un élément. Oui. Deuxièmement, la justice, c'est un auxiliaire de la paix et de la sécurité de la République. Oui. Tant qu'il n'y a pas une justice, n'est-ce pas? Eh bien, tout le monde peut devenir bourreau de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de justice. Mais Joseph Kongolo, Ouais. un constat amer se dégage face à l'assassinat de Chéribert Okende. Oui. C'est du fait que les uns et les autres veulent politiser cette affaire. Absolument, c'est ça. Vous ne voyez pas que l'ère est aujourd'hui au réconfort de la famille endeuillée, au lieu de se livrer à ces spectacles où on incombe la responsabilité aux uns et aux autres? Je vous ai dit que notre culture politique, le personnel politique, Oui. ne reflète pas une culture véritablement démocratique et sécularisée. Je vous ai dit ça au départ. Oui. C'est ça le plus grand problème. Quand il y a un problème qui se pose, on doit être serein pour l'aborder en profondeur. Alors quand on voit quelqu'un commencer à s'agiter, j'ai suivi la déclaration de Bolenge Tengue, Oui, qui est le secrétaire général. Non, je n'ai pas apprécié. oui, Je suis d'accord que tout le doute qu'il a, il peut le garder. Mais à ce niveau du problème, il ne devait pas raconter des choses. Il ne devait pas raconter des choses. Je veux bien, il a son point de vue, je veux bien. Mais lui, en tant que responsable, il ne devait pas faire des déclarations de ce genre, d'accusation. Et si l'accusation changeait de camp, il devient qui? C'est ça un homme politique? Non. Moi, je crois qu'il peut nourrir des craintes, c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais dans la déclaration, il devait fustiger le manque de sécurité dans la République. Il devait fustiger la manière dont Chéribert est mort, je veux bien, mais pas pointer du doigt tel ou tel, n'est-ce pas, comme ayant pris part, n'est-ce pas, au meurtre de Chéribert Okende, donc à l'assassinat. Je crois que lui, en tant que responsable, il ne pouvait pas faire ce genre de choses. Alors, tous ceux, des hommes politiques, qui se mettent à indexer telle ou telle personne comme étant responsable, je crois que c'est un comportement politiquement enfantin. oui.
Je le dis politiquement enfantin. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons notre regard vers cette commission d'enquête qui est presque internationale. Voyez-vous? Donc nous devons faire confiance à cette commission d'enquête, n'est-ce pas? Avant la justice, ils peuvent nous donner... Et puis, ce n'est pas tout. La commission d'enquête va suivre le déroulement du procès. Donc, au moins pour une fois, nous pouvons être éclairés sur un assassinat politique, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Mais, face à tout ce que vous venez d'évoquer, Joseph Kongolo, vous avez déploré les comportements des Bolenge Tengue, vous avez également... Il n'est pas seul. Oui, vous avez également déploré les comportements des hommes de la justice. Faudra-t-il admettre qu'il se pose un problème d'homme au Congo? Mais le problème d'homme, c'est le problème résiduel de la République démocratique du Congo. Pas un problème d'homme. Écoutez, l'Europe a profité du Moyen-Âge où il y avait des valeurs foncièrement religieuses. Oui. Ils ont construit une culture de respect, n'est-ce pas, qui a évolué et qui a servi de lit à la démocratie. Oui. Comprenez? Nous avions notre culture, la culture ancestrale, n'est-ce pas, qui était pleine de toutes ces valeurs, mais qui ont été bousculées par la colonisation. Nous sommes restés, comme Moudimbe disait, que entre les eaux, un pied en Afrique, un pied en Europe. Donc nous n'avons plus une identité culturelle propre, parce que notre culture a été brassée. Et nous sommes restés comme des hommes hybrides culturellement. Ce qui fait que la culture ne constitue pas notre socle de développement. Oui. Voyez-vous? Nous empruntons un autre socle qui n'est pas le nôtre. Et très souvent, nous sommes mis dans une difficulté de prendre le tremplin pour aller plus loin. Mais justement, parce que la plupart des gens qui font des analyses sur les problèmes inhérents de la débâcle congolaise se sont limités tout simplement à une seule sphère statique en dénonçant l'État et la société, mais ils oublient en même temps aussi que les spécificités culturelles restent aussi des véritables fondements entre l'État et la société. Mais absolument. Regardez la Chine, regardez le Japon. C'est pas avec les cultures occidentales qui se sont développées. C'est avec leur propre culture que la Chine s'est développée, que le Japon s'est développé. Ce sont des cas isolés, bien sûr, mais des preuves que sur base de notre culture, il y a moyen de construire une démocratie. Tout simplement. Est-ce que c'est ce que nous avons été? Non. Non. Est-ce qu'il y a un travail de fond par tous ces chercheurs, ces gens qui défendent leur thèse de doctorat chaque jour, en sociologie culturelle, en ceci, en cela? Est-ce qu'il y a un chantier sur ce point? Il n'y a pas de chantier. Il n'y a pas de chantier. Mais qu'est-ce qu'il faut Comme faire? la justice, il n'y a pas de chantier. Oui. Moi, ici, que tu vois, j'ai proposé à la présidence de la République. Oui. J'ai proposé à la primature de construire ce que j'appelle un système national d'intelligence stratégique. C'est-à-dire? Ça veut dire tout simplement qu'on réunit un ensemble de connaissances, un ensemble d'expériences, n'est-ce pas? Connaissances, expériences, et qu'on puisse étudier la survie de la République démocratique du Congo dans le bousculade que le monde est en train de faire aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est l'anticipation. Qu'est-ce que le monde de demain, pour résister dans ce monde de demain, qu'est-ce que le Congo doit faire? Pour résister dans le monde de puissance, qu'est-ce que le Congo doit faire? On doit réunir toute cette crème intellectuelle de différentes disciplines pour réfléchir sur la marche du monde, mais aussi sur la résistance du Congo. Quelle valeur? Quelle est l'antériorité? Comment anticiper en valeur, en institution, pour résister au monde de demain? Mais d'une manière générale... Est-ce que j'ai été répondu? Aucune réponse depuis 2019. Mais d'une manière générale... Donc c'est pour vous dire que on ne saisit pas dans la globalité la marche du monde et on situe le Congo. Non, on est dans le factuel. On est dans les 5 ans de régime. N'est-ce pas? On ne voudrait pas aller plus loin, dans les 100 ans, dans les 50 ans. Mais Joseph Kongolo, d'une manière générale, mais de quelques catégories qu'on en soit, vous ne voyez pas qu'il y a un problème tragique qui se pose au Congo. Progresser au rythme du monde moderne, souhaiter jouir des avantages matériels de notre siècle, mais souhaiter garder sa personnalité propre telle que vous l'avez évoqué. Vous ne voyez pas que chacun de ces dilemmes constitue déjà un problème qui en entraîne aussi d'autres? Mais absolument, c'est ce que je dis. Quand il y a des études au préalable,
il y a des institutions qui vont naître de ces études. Oui. Il y a des attitudes et des comportements qui doivent naître de ces études. En ce moment-là, on entre dans un chantier pour transformer dans les 10, 15, 20 ans. Oui. N'est-ce pas? Si on ne le fait pas, Oui. on sera comme un papier qui est emporté par le vent. On l'amène à gauche, à l'ouest, à l'est, au sud, ainsi de suite. Nous n'aurons pas une identité propre que nous pouvons défendre. Donc, nous sommes là, pris dans le train des autres. Non pas en tant que locomotive, nous sommes comme un wagon, parfois le dernier wagon, qui peut, dans un mouvement de virage, être éjecté. Mais lorsque vous parlez de ces ressemblages des connaissances, Oui. parce que personnellement, je crois que l'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Absolument. Mais en conséquence, je crois que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent ne peuvent rien créer de durable. Absolument. Et leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion. Écoutez, mon professeur me disait toujours qu'une maman qui balaye le matin, Oui. il a déjà un plan de balayer. C'est que je commence par là, je viens, et puis je rentre, il a déjà un plan. Oui. Vous ne pouvez pas faire un travail sans plan. Et le plan, c'est quoi? C'est l'architecture de la connaissance, de la réflexion. Voyez-vous? Donc, si on ne sait pas réfléchir au départ, avant toute chose, Oui. on a des difficultés, n'est-ce pas, pour résister, surtout résister longtemps. C'est ça le problème. Mais revenons un peu dans cette affaire de l'assassinat. Oui. On est tenté aussi de croire qu'une piste s'est largement ouverte aux enquêteurs dans leur cheminement vers la constitution du film et de l'assassinat. Oui. Parce que de part déjà, avec ce que le procureur général a y annoncé. En somme, ou en conclusion pour ce chapitre, Oui. qu'est-ce que vous suggérez face à cette problématique? La première chose, c'est la sérénité. Oui. Nous ne sommes pas tous des juristes. Même tout juriste n'est pas enquêteur. Il y a des enquêtes spécifiques. Oui, oui. Donc, nous devons être sereins. Contrôler le travail, n'est-ce pas, des enquêteurs qui vont Oui. venir. Étudier le climat entre les différents enquêteurs. Est-ce Oui. que c'est un climat de suspicion, un climat de résignance? Et étudier l'analyse, le résultat, n'est-ce pas, de leur enquête. C'est ça notre attitude que nous devons afficher aujourd'hui. Oui. Au lieu de commencer à déranger les enquêtes avec des faux arguments. Comme ce monsieur habillé en tenue militaire ou je ne sais quoi, il raconte des histoires. J'ai vu, je les ai suivis quand on a levé, j'ai fait ceci, aucune image, rien, et c'était en pleine journée. Vous voyez ce genre de choses, c'est pour déformer aussi. Il y a eu même des causeries avec la maison civile en dernière minute, tout Alors, ça. Donc. vous voyez toutes ces choses, c'est Oui. pour déformer tout simplement le fil des enquêtes. Oui. Nous voulons être sereins et suivre, n'est-ce pas, la commission d'enquête qui va faire son travail. Je crois qu'ils ne feront pas longtemps. Je crois qu'on ne doit Dans moins pas. d'un mois, on va avoir. On ne doit pas s'éterniser là-dessus, aborder un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment. Il s'agit donc de cette problématique de la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises. Pour endiguer cette problématique, Oui. les gouvernements de la République a pris un certain nombre de mesures, notamment le bureau d'échange sont donc appelés à s'enregistrer auprès de la Banque centrale. Et face aussi à ces problématiques, Nicolas Kazadi promet des mesures restrictives. Vous, en tant que politique, comment voyez-vous ça? D'abord, c'est ça le travail d'un ministère des Finances. Oui. C'est ça le travail de la Banque centrale. Et autour de la Banque centrale du ministère des Finances, il y a le ministère de l'Économie. Oui. Eux qui doivent jouer, ce sont des ressorts pratiquement de la monnaie, de la marche de la monnaie sur le marché. Et je crois que notre pays a connu beaucoup de secousses, rarement une stabilité monétaire dans notre pays ici. Quand vous voyez en 98, quand Kabila a fait la nouvelle monnaie, il imprime la nouvelle monnaie, il a décidé anarchiquement, $1 égale à 1 franc ou 10 francs, anarchiquement comme ça, sans aucune base. Ok? Oui. Quelques temps plus tard, il y a eu des gringolades de la monnaie. Donc c'est pour vous dire tout simplement que tant qu'il n'y a pas de production, c'est difficile de couvrir notre monnaie. Tant qu'il n'y a pas exportation et qu'il y a des devises qui entrent, il sera aussi difficile, n'est-ce pas, de couvrir notre monnaie. Mais notre pays a une histoire de l'instabilité monétaire. Oui. C'est toute une histoire, n'est-ce pas? Nous avons eu des experts de toutes sortes. À un certain moment, on nous a donné Blumenthal en 82, rappelez-vous.
on a mis l'économie congolaise sous tutelle de la Banque mondiale, au FMI, je crois, avec Blumenthal. Donc, c'est une monnaie qui a une histoire très assidue d'instabilité. Et c'est un pays qui n'a pas vraiment connu de stabilité monétaire assez durable. Oui. Ça, nous sommes des spécialistes en ce monde. Donc, nous sommes dans cette logique. C'est comme pour vous dire que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore des mesures phares, dynamiques et fortes pour pouvoir stabiliser la monnaie à long terme, donc sur la durée. Et nous sommes dans cette guerre-là, dans cette guerre qui est toujours permanente. Pourquoi? D'abord, rappelez-vous, l'histoire de notre monnaie, elle est très riche. Évidemment, je ne suis pas économiste, mais je suis quand même politologue, on a des notions là-dessus. Oui. Rappelez-vous qu'à un certain moment, les gens avaient des machines pour imprimer les monnaies. La monnaie. À eux seuls. À eux seuls. Oui. Ici au Congo. Est-ce que ce n'est pas une violation de la loi des finances? C'était effectivement la débâcle. Oui. Et rappelez-vous de quelle manière on a changé la monnaie. Rappelez-vous. C'était la débâcle. Il est arrivé dans ce pays où le Kassai avait sa propre monnaie. Contrairement au reste de la République. Avec Albert Kalonji Moulopé. Non. Il n'y a pas longtemps, c'était en 92, 93. Oui. Avec les millions, quand les 50 000 sont arrivés, le Kassai est resté 3 ans. Lorsqu'on a démonétisé la monnaie. Le Kassai est resté avec 3 ans avec les anciens millions. Oui. Et l'autre monnaie ne pouvait pas circuler au Kassai, ça circule dans le reste de la République. Oui. Dans ce pays-ci. Des choses terribles. Donc c'est pour vous dire, nous n'avons pas cette culture d'une monnaie stable. La monnaie n'est pas encore une valeur pour nous. Mais Joseph Kongolo. Elle n'est pas encore une valeur pour nous. Oui. Mais Joseph Kongolo, l'instabilité des taux d'échange est une situation qui non seulement, je dirais, entraîne la flambée des prix des produits de première nécessité, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement les taux d'échange. Mais vous ne voyez pas que ce secteur est difficilement maîtrisable? Je vous ai dit que nous avions parlé du droit. Oui. Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent la vente de la monnaie? Mais déjà avec l'informalité, en fait, je dirais même l'informalité des bureaux d'échange par la Banque mondiale, ce sont des mesures annoncées tout récemment. Non seulement ça. Oui. Pour être cambiste dans ce pays, il faut être agréé par la Banque centrale. Est-ce que vous le savez? Peut-être ça sort de l'ordinaire. Ça ne sort pas de l'ordinaire. Pour être cambiste dans ce pays, oui, il faut avoir la documentation, être agréé par la Banque centrale. C'est ça le vrai cambisme. Et ceux-là, ils ont des bureaux et ils sont reconnus par la banque. Et pour les restes? Tous les autres ici, ce sont des récalcitrants. Est-ce qu'on respecte la loi dans cette matière? On ne respecte pas la loi. Donc vous comprenez que quand il y a une instabilité monétaire, n'est-ce pas, on ouvre la brèche. Et là, tous les terroristes de la monnaie entrent pour faire ce qu'ils veulent. Comme la loi est muette, ou s'il est là, elle ne parle pas. N'est-ce pas? Comme la loi est muette, alors nous, on fait quoi? Comme ceux qui doivent faire exécuter la loi ne sont pas opérationnels, mais les cambistes font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais pour pallier à cette situation, Joseph Kongolo, vous ne voyez pas qu'on peut aussi opter par la dédollarisation de l'économie? La dédollarisation de l'économie, c'est un projet qui demande beaucoup de choses, comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. Comme quoi alors? C'est un grand projet. Oui. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des banques qui ont une administration, n'est-ce pas, développée, pour que les opérations bancaires soient rapides, soient justes, de manière à ne pas freiner l'activité économique. Voyez-vous? Est-ce que la République va disponibiliser la monnaie qu'il faut? Parce que le taux de bancarisation est moins. Ça veut dire une masse importante d'argent ne circule pas dans les banques. C'est à l'extérieur. Vous comprenez? Est-ce que la banque elle-même est prête à dédollariser l'économie de la République? Non. Donc il y a des préalables. Il y a des préalables qu'il faut faire pour dédollariser la monnaie. En fait, c'est vrai pour passer à la décision. Pour passer à la décision, je pense qu'il faut d'abord réactiver toutes les mesures, compléter d'autres, s'il le faut, et les mettre en chantier de manière à ce que les choses se passent correctement. Donc pour l'instant, je crois que, je vous dis franchement que construire un pays et qu'on peut appeler démocratique n'est pas une mince affaire. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi opter
classification du prof Kamana dans ce qu'on appelle l'économie, la dédollarisation de l'économie dont nous venons d'évoquer, lui opte plutôt aussi d'une économie du bonheur partagé, qui doit tirer sa réminiscence dans cette économie de la stabilité monétaire. Vous savez, l'économie du bonheur, as-tu dit? Oui, partagé. Partagé. Oui. Je crois que ce sont des mots, hein, franchement. Je respecte bien le professeur, je le connais très bien, et je le respecte très bien. Oui. Vous savez, en matière économique, en matière politique, ce sont des disciplines que je peux appeler philistines. C'est-à-dire? C'est des disciplines de guerre. C'est des domaines de guerre. Ce pas des domaines d'amour. Ok? Oui. Ce pas des domaines d'amour. C'est des domaines pratiquement de guerre permanente. Voyez-vous? Et mettre sur pied une économie partagée, je suis d'accord, c'est un effort qu'on doit faire. Oui. Comme on parle d'un budget partagé, on parle d'une économie partagée, c'est vrai, mais c'est un effort, c'est un projet. C'est un projet, il faut y arriver. Parce que ce projet-là, même dans les économies florissantes, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette économie-là à partager. Cette économie de bonheur ou ce que vous voulez là. C'est toujours compliqué. Vous trouvez toujours que cette économie classifie la population. Les riches, les moins riches, les pauvres, les sans logis, ainsi de suite et tout ça. Donc, vous comprenez que tous ces concepts-là ne risquent de ne pas se justifier à fond. Si vous arrivez aux États-Unis, vous trouvez qu'il y a trop de millionnaires, trop de milliardaires, mais il y a aussi des gens très pauvres. Oui. Voyez-vous? Donc, la justice en matière économique, c'est une justice un peu idéale. C'est peut-être un idéal qu'il faut poursuivre, mais en réalité, c'est pas. Mais en fait, est-ce que ce dont nous avons besoin ici au Congo, c'est une économie stable. Oui. Et une économie stable commence par l'organisation de la production, n'est-ce pas? Quand nous avons la production, nous avons aussi une monnaie qui va se stabiliser. Mais alors, il y a un problème de gestion. Nous avions dit tout à l'heure, il y a un problème d'homme aussi. Oui. Il y a un problème d'homme. Il y a un problème d'homme. Donc, nous avons tous ces agrégats qui démontrent que si on n'a pas les hommes, on n'aura pas non plus une bonne économie. Si on n'a pas une bonne économie, c'est difficile d'avoir de la justice économique, n'est-ce pas, dans le pays. Mais il y a une certaine opinion qui estime que les mesures prises par les gouvernements de la République ne sont que palliatives. Mais il faut qu'il y ait des mesures durables qui doivent non pas être conjoncturelles, mais structurelles. Je suis d'accord. Oui. Ce sont des mesures palliatives. C'est vraiment des mesures totalement palliatives. Parce que la profondeur de la chose ne commence pas par là. La profondeur de la chose commence très loin. Oui. Dans la gestion, dans la récolte même des impôts, où il y a encore de fuites malgré les performances. Voyez-vous? Il y a beaucoup de gens qui échappent au fisc. Ça commence très loin. Oui. C'est ça. Donc, toutes ces mesures qu'on a prises par le gouvernement, ce sont des mesures palliatives. Donc, pour une durée, je risque de dire que c'est peut-être pour le besoin de la cause. Comme c'est une année très sensible, il faut faire quelque chose, ne fût-ce que montrer à la population qu'on est en train de travailler, mais en réalité, c'est un travail de fond. Mais avec les modes de financement de l'État, oui. le taxe, impôt, la planche à billets, ainsi de suite, et puis l'endettement. Mais lorsque vous évoquez ces problèmes qui tirent ses origines depuis longtemps, pensez-vous que en ce net moment où, vous l'avez dit certainement, qu'on est en plein processus électoral, Oui. cela nécessite également de moyens pour l'organisation. Pensez-vous que cette problématique va être élaguée ou ça va toujours, on va toujours maintenir les statu quo? Non, pour l'instant, vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde entier, Oui. l'année électorale Oui. n'a jamais été une année de grande réalisation. C'est une année pleine d'enjeux, de débats. C'est une année compliquée pour tous. Oui. La preuve, c'est que depuis le début de l'année, on n'a pas lancé des projets ici. Par contre, on attend le résultat des projets lancés les années antérieures. Donc c'est une année où un politique, il a toujours un regard sur la pendule. C'est l'année, la dernière année du mandat, et il est en train d'étudier, Oui. de projeter, nouer des alliances, ceci et tout ça, pour se projeter dans le deuxième mandat. Donc c'est une année un peu compliquée. C'est pourquoi je vous dis, l'ensemble des mesures qui ont été prises, c'est pas pour avoir une économie durable et stable, c'est juste des mesures palliatives qui sont tout simplement
de terminer l'année et peut-être toutes ces supputations, quitte dans le régime prochain, celui qui viendra, il devra, nous devons marteler sur ce que je vous dis tout à l'heure, que la rénovation de l'économie est un projet qui demande une analyse, n'est-ce pas, une autopsie profonde, et après cette autopsie, il doit subvenir des mesures pour pouvoir moderniser et renforcer, n'est-ce pas, cette économie. De la même manière que la justice n'a pas encore été un chantier, de la même manière que l'économie n'est pas encore véritablement un chantier. Donc, il y a un besoin, à la base, de réfléchir avant de projeter les premières impressions du chantier. Joseph Kongolo, nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette magazine kiosque. Mais j'aimerais qu'on puisse aborder aussi un point qui, du fait que même si ça ne défraie pas la chronique, mais c'est une réalité que nous vivons. Et d'ailleurs, le chef de l'État, lorsqu'il est monté au créneau au cours d'une interview accordée à Tina Salama, il a également abordé cette problématique. Il s'agit donc du tribalisme. Pour le chef de l'État, c'est en fait la Constitution qui est à la base de cette problématique, d'autant plus que s'il faut revenir à ce qu'on appelle les non-originaires dans les territoriales, cette problématique va être donc endiguée. Mais aujourd'hui, la Constitution permet aux uns et les autres, ou soit permet que l'on puisse non pas désigner les gouverneurs, mais plutôt élire. Qu'en dites-vous? D'abord, le tribalisme est une maladie. Oui. Vous savez que quand la Belgique est arrivée dans notre pays, il a mis chacun dans son coin. Ce qui fait que l'horizon national de chacun dans son coin, la seule référence, le seul cadre de référence, c'était, si c'était dans une tribu, c'était dans une tribu. Si c'était dans une province, c'était dans une province. Voyez-vous? Donc, lui, tout son horizon commence et s'arrête au niveau de son cadre de vie. Parce qu'il n'y a pas eu véritablement échange entre différentes provinces, entre différentes tribus, n'est-ce pas? La Belgique nous a gardés chacun dans son coin, et rarement des déplacements des individus à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, nous sommes restés dans cet horizon, prisonniers de cet horizon. Mon frère, ma soeur, la nation, l'État, c'est le cadre de vie dans lequel je vis, que je connais. N'est-ce pas? C'est après, petit à petit, qu'il y a eu brassage de différentes cultures, mais les gens sont restés dans ce réflexe-là. Voyez-vous, les gens sont restés dans ce réflexe. Et maintenant, c'est la gouvernance, déjà à partir de Mobutu, qui a commencé déjà à accentuer ce tribalisme. Voyez-vous, avec le système de quotas à l'université. Bon, écoutez, telle province, le quota est fini. Ça commence à tiquer déjà. Voyez-vous? Et en plus du quota, on est allé dans les engagements. Oh, il y a du travail, mais pas telle tribu. Comprenez ça? Ça donne quelle leçon aux gens? Tout ça, c'est le travail. Donc, ça s'est acerbé petit à petit, petit à petit. Ça a été, c'est entré dans les modes de gestion. Et ça s'est enquisté dans les modes de gestion. Et quand c'est enquisté dans les modes de gestion, ça veut dire que les administrés qui viennent pour recevoir du service auprès des administrants, ils reviennent avec la même culture dans les milieux de vie et le tribalisme. Mais là où le bas blesse, Joseph Kongolo, c'est du fait que, tel que vous l'avez dit, que ce tribalisme a tellement marqué la politique. Mais le mal est que cela a favorisé aujourd'hui l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Oui, on a créé une concurrence tribale. Regardez, quand Kabila vient au pouvoir, on vous dit que c'est le tour du Katanga, c'est notre tour, c'est nous qui sommes... Ça signifie quoi en fait? C'est eux qui ont droit au privilège et non pas les autres. Parce qu'ils sont katangais. Quand Félix vient au pouvoir, les Balouba pensent, c'est notre tour, eh bien c'est nous qui devons avoir des privilèges et non pas les autres. Ça a exacerbé. Voilà le débat, toute cette querelle qui se trouve autour de la présidence de la République. Tout le monde veut. Écoutez, le Bandundu, nous n'avons jamais accédé à ce poste. Nous voulons aussi être à ce poste, aussi faire comme les autres ont fait. Mais pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, vous ne voyez pas qu'il faut réviser cette problématique à travers notamment la façon de désigner ou d'élire un gouverneur des provinces? Je crois que le président l'a exprimé. Le président l'a exprimé. Il a dit que
nous croyons, ou ceux qui étaient à Sun City C'est croyaient, d'ailleurs votre mot de la fin. Hein, d'accord, ils conclure. croyaient Oui, qu'en faisant ce qu'ils ont fait dans la Constitution, ils allaient résoudre le problème, mais ils l'ont exacerbé. Parce que les fils du terroir, au pouvoir, oui. il est soit l'allié d'un camp par rapport à l'autre. Oui. Et là, ça a exacerbé les divisions, les querelles communautaires, les conflits communautaires, ainsi de suite. Et ça, je crois que ça a démontré toutes les limites possibles. S'il y a une possibilité de révision de la Constitution, Oui. en tout cas, l'un des points majeurs qu'il faut réviser, ça sera d'abord, n'est-ce pas, cette histoire de la gouvernance de non-originaires qu'il faut pratiquement instaurer dans la Constitution. Très Je bien. crois que ça peut, dans la mesure du possible aussi, essayer un peu de freiner cette allure, cette course au tribalisme qui caractérise aujourd'hui même les relations sociales, professionnelles. Oui. Je crois que quelque part, on est en train de s'étouffer nous-mêmes pour rien. On ne peut pas prendre la méritocratie, on le sacrifie par rapport, n'est-ce pas, au sentiment tribal. Je crois que ce sont des choses qu'il faut arrêter tout de suite et il faut de lois pour soutenir cela dans la population. Très bien. C'est par ces credos de M. Joseph Kongolo que nous mettons un terme à votre magazine de prédilection kiosque réalisé par Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, candidat à député provincial aux élections, qui se profile à l'horizon en République démocratique du Congo. Et la prise de vie de cette émission a été donc assurée par Niwa Pejo. Au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle du Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. À la prochaine.